chers compatriotes, chers internautes. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux ce soir, n'est-ce pas, à être branchés sur notre chaîne RDC Nouveau Départ. Je m'appelle Frédéric Bigourkayabou. RDC Nouveau Départ, c'est une chaîne qui parle, n'est-ce pas, des questions liées à la justice, à la paix et au développement. Il peut s'agir du développement social, économique, politique et culturel. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons parler de la question relative aux réformes électorales en RDC. Mais pour cela, nous aurons un expert, un invité qui est vraiment chargé de cette question au niveau du pays, ici en RDC. C'est Maître Carlos Mupili. Qui est-il? Maître Carlos Mupili, c'est le manager national de l'organisation qu'on appelle Clinique électorale de la défense des droits humains et du développement. DCDHE en sigle. Et il est également l'auteur de plusieurs publications à la matière, notamment sur la question du vote électronique en RDC, les modes de scrutin sur la vie politique et enfin, élection politique a trahi la démocratie en RDC. Merci beaucoup pour la confiance que vous apportez à notre chaîne. Nous ne le dirons jamais assez. Nous sommes un consultant indépendant, un expert indépendant, un chercheur indépendant, un faiseur d'opinion. Nous analysons les faits qui se passent dans les pays, nous analysons les faits qui se passent partout dans le monde. Nous tentons tant soit peu, n'est-ce pas, à y apporter notre contribution à travers des réflexions. Nous croyons à la justice, nous croyons à la paix et nous croyons, n'est-ce pas, au développement. Sans justice, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Merci beaucoup pour la confiance que vous continuez, n'est-ce pas, à apporter à notre chaîne. Nous sommes aujourd'hui à 117 abonnés. Merci beaucoup. Merci d'aimer notre chaîne. Merci de la partager. Merci pour vos commentaires. Merci à tous les professeurs d'université qui nous contactent en privé et pour nous remercier s'agissant de la pertinence de l'indépendance aussi de notre esprit. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur notre chaîne. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur notre chaîne s'il vous plaît. Partagez nos émissions. Donnez-nous votre commentaire, votre feedback. Aimez notre chaîne. Nous sommes également sur la page Facebook avec le même nom, à savoir RDC Nouveau Départ. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'introduction, nous allons parler des questions des réformes électorales. Pourquoi des réformes électorales en RDC? Cela étant dit, nous allons présenter brièvement le contexte. À son article 5, la constitution congolaise dispose que le pouvoir revient au peuple. Il peut l'exercer soit par la voie des référendums ou d'élections et indirectement par ses représentants. Et par représentants, on voit les députés et sénateurs. Donc c'est le Parlement. Donc c'est le vote. Il y a aussi l'article 70 de la même constitution, n'est-ce pas? Quant à lui, qui dispose que le pouvoir, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Mais depuis un certain temps, nous avons constaté que au sein de la classe politique congolaise, il y a beaucoup d'agitation par rapport aux réformes électorales, notamment sur la question d'élection du président de la République. Il y a les ténors de cette tendance, c'est les sénateurs et l'ancien gouverneur de la province de Kasaï, monsieur Ngoï Kansandi, qui lui veut que le président de la République soit désormais élu au suffrage universel indirect, c'est-à-dire par les députés. Nous ne savons pas quelles sont les raisons, pourquoi cela peut-il intervenir au cours de ces mandats, pourquoi Kabila et les membres de son parti politique, de sa coalition, n'avaient-ils pas songé à cela pendant qu'il était au pouvoir? Quelles sont les raisons? Quelles sont les cartes? Quelles sont les motivations? Voilà autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre lors de cette émission. Il y a aussi également un groupe qu'on appelle les 13 parlementaires qui, eux aussi, ont présenté déjà, n'est-ce pas, leurs propositions de loi portant réforme des lois électorales. Maintenant, c'est à toutes ces questions-là que nous allons tenter de répondre
par le canal de notre invité, Maître Carlos Mopili, qui nous allons tenter de joindre maintenant sur WhatsApp. Le temps que vous êtes connecté, nous allons appeler Maître pour voir s'il est... Bonsoir Maître. Bonsoir Maître. Oui. Maître Carlos Mopili, bonsoir. Vous êtes en direct sur la chaîne YouTube RDC Nouveau Départ. Nous sommes une chaîne indépendante. Nous travaillons dans les thématiques suivantes: justice, paix et développement. Et donc, nous faisons des réflexions par rapport aux questions qui se passent dans notre pays, la RDC, qui se passe dans la région de Grand Lac et également dans le monde entier. Et à travers nos réflexions, n'est-ce pas, de manière constructive, indépendante et aussi dans le respect de la diversité des opinions, nous tentons, n'est-ce pas, tant soit peu, à apporter notre contribution à la résolution de 10 problèmes. Et aujourd'hui, nous allons discuter de la question liée aux réformes électorales en RDC. Et comme vous êtes expert en la matière, nous voudrions, n'est-ce pas, être aidés par vous. Cela étant dit, nous vous posons la première question. Voudriez-vous vous présenter un peu brièvement? Qui êtes-vous? Oui, je suis Maître Carlos Mopili, je suis manager national de la clinique électorale et de la dynamique chrétienne pour la défense des droits humains et de l'environnement, une structure interdisciplinaire qui a pour mission de donner de l'intelligence à la démocratie électorale. D'accord. Merci beaucoup pour cette brève et riche présentation. Cela étant dit, nous voudrions savoir, parce qu'actuellement il y a beaucoup d'agitation dans la classe politique congolaise, il y a des questions de réformes électorales, il y a des questions, n'est-ce pas, sécuritaires, il y a beaucoup de questions, notamment sur le budget national. Mais comme aujourd'hui, nous allons parler des questions liées aux réformes électorales, nous voudrions, n'est-ce pas, être édifiés, être informés par rapport à cette question, notamment la question électorale. Pourquoi la nécessité de ces réformes actuellement? L'intelligence, normalement, ce n'est pas une question de nécessité actuellement. Il y a une classe politique qui a voulu qu'il y ait une réforme électorale. Bon, et cette classe politique, on a vu des agitations lorsqu'on était dans le processus de désignation, les animateurs de la CENI, conformément à la loi organique. Ce qui a commencé avec la composante société civile. Mais c'est là où on a vu l'opposition de cardinal Ambongo et le monseigneur de l'ECC contester pour dire nous ne sommes plus pour la désignation parce que notre candidat a échoué, nous sommes maintenant pour la réforme. C'est comme ça que la préoccupation de la réforme a commencé à prendre place en mettant en suspense la loi organique qui est en vigueur. Voilà un peu. Mais nous avons eu aussi les G13 qui sont allés dans les réformes. Ici, dans la société civile, il y a eu plusieurs ateliers à Kinshasa qui ont été organisés depuis 2018 par rapport à la loi organique qui régit la CENI et par rapport à la loi électorale elle-même. Et tout était déjà fait dans les tiroirs. Mais vous savez aussi, les organisations de la société civile, ils vivent aussi de ça, des financements lorsqu'il y a des activités. Chacune organisation a réveillé sa rédaction de TDR et voilà, c'est partout on parle de réformes et de réformes. Mais malheureusement, quand on lit le fond, il ne s'agit pas de réforme, parce qu'une réforme, c'est une transformation, un changement profond qui vise une finalité quelconque. Mais lorsqu'on lit ce qu'on appelle réforme, il s'agit d'un travail d'entretien. Bon, c'est pas
si c'est ça vraiment qu'on appelle réforme, lorsqu'on dit nous voulons retourner à l'élection présidentielle à deux tours, et nous voulons, non. Voilà un peu qu'est-ce que je peux dire par rapport à cette préoccupation. Oui, merci beaucoup. Parce que nous avons eu à constater que dans le passé, bon, pas vraiment, c'est dans un passé récent, il y a de cela, je pense, un mois, il y avait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup de contestations par rapport à la candidature de M. Malonda, n'est-ce pas, à la tête de la CENI. Quels étaient les enjeux? Bon, normalement, nous n'avons pas la culture démocratique. Ça veut dire? Il est vrai d'abord, lorsqu'on est des confessions religieuses, il faut savoir qu'on est d'une organisation où il n'y a pas la démocratie électorale. C'est la désignation, c'est la nomination, le pape nomme un évêque et tout le monde dit Amen. Oui. Ça, c'est d'abord ça. Donc, lorsqu'on est de l'église catholique, on n'a pas la culture des élections, on n'a pas la culture de la promotion de la femme. Mais ce qui nous a vraiment sidéré, c'est de voir que le processus a bien commencé, convoqué à l'enceinte de la CENCO, modéré par le cardinal lui-même, assisté par le monseigneur Mokondo Adelechese, et lorsqu'il fallait maintenant désigner Ronsard Malonda, on soulève maintenant, on vient contester pour dire que non, nous ne signons pas le PV. Et ce qu'on a vu que non, c'est le problème de culture démocratique. Et là, les choses ont commencé, ça a été rejoint par la MOUCA. Vous savez que la MOUCA ne pouvait pas accepter Malonda du fait que Malonda a joué un rôle important devant la Cour constitutionnelle. Étant expert de la CENI, il a éclairci la Cour constitutionnelle et depuis là, il avait toujours il a été toujours mal vu par les gens de la MOUCA. Et après, ça sera le tour de l'UDPS qui va entrer aussi dans le jeu et pour rejoindre les autres en disant que Malonda, il avait favorisé la tricherie. C'est que nous, on a vu que c'était un aveu et que si on était dans un pays où la justice était indépendante et forte, le procureur général près la Cour de cassation pouvait déjà ouvrir une information judiciaire sur les faits commis à l'écriture pour les élections, pour l'élection présidentielle de 2018. Parce que comment l'UDPS, qui se reconnaît avoir gagné l'élection présidentielle, pouvait rejoindre la MOUCA pour dire que Ronsard Malonda avait favorisé la fraude électorale. Or, celui qui a favorisé la fraude électorale, conformément à la loi électorale, dans son régime disciplinaire, il doit répondre pénalement devant la justice. Voilà un peu. Donc, selon cette analyse, vous pensez que les élections de 2019, n'étaient pas crédibles parce que, étant donné que même l'IDPS, les gagnants, n'est-ce pas, des dites élections, contexte, n'est-ce pas, M. Malonda. Pourtant, c'est lui qui représentait, je dirais, la CENI à cette époque-là. Et donc, c'est lui, l'action de Fayoulou, un candidat malheureux aux 10 élections, était contre, n'est-ce pas, la CENI qui était représentée par Malonda. Donc, y a-t-il une contradiction? Quelle serait la motivation de l'IDPS? Parce que je ne comprends pas cette logique. Évidemment, votre question est très pertinente et vraiment même philosophique. Ici, c'est ça, voyez votre questionnement. C'est ce qui devrait être même la locomotive de tout ce qu'on appelle la réforme. C'est que la question se situe à deux niveaux. Premier niveau, au niveau de la CENI, qui est l'organe de gestion électorale et qui a la mission de proclamer, d'organiser et de proclamer le résultat provisoire. Et le deuxième niveau, ou le second niveau, c'est la justice électorale. Donc, la question maintenant qu'on doit se poser, parce que nous avons tous compris qu'il y a eu des problèmes. Parce
que même le bénéficiaire qui est l'UDPS dit qu'il a été favorisé par Ronsard Malonda. Je peux dire ça, je peux interpréter ça. Il y a parfois aussi l'UDPS qui parfois lance des attaques contre le PPRD pour dire contre le FCC pour dire que ce sont les députés nommés. De l'autre côté aussi, le FCC dit nous connaissons aussi comment vous avez été comment vous êtes retrouvé au trône présidentiel. Déjà les contours, ça démontre qu'il y a un problème. Parce que le président de la République et les députés, tous ont été élus sur les mêmes bulletins de vote. C'est que s'il y a tricherie au niveau de l'élection législative, il y a alors aussi tricherie au niveau de l'élection présidentielle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne puisse pas arriver encore à ça? Parce qu'en 2006, il y a eu contestation violente et meurtrière. En 2011, de même. En 2018, de même. Que faut-il faire maintenant? C'est ça la préoccupation pour faire maintenant des réformes. La réforme doit toucher la séquence, pas les périphéries, comme j'ai vu le rapport de toutes de beaucoup de composants de la société civile qui ont aussi donné des matières au groupe des 13. Pour moi, au niveau de la clinique électorale, nous avons touché des questions de substance. C'est-à-dire, que faire pour que la CENI soit vraiment libre et indépendante? Il faut diminuer la pression politique sur la CENI. Et comment le faire? Comme les lois et les dispositions de la loi électorale sont aussi constitutionnalisées, par exemple, vous proposez la révision de la loi électorale pour qu'on revienne au deuxième tour. C'est-à-dire, on doit aussi réviser une disposition constitutionnelle. Nous disons qu'on peut laisser l'élection à un seul tour. Mais le plus important, c'est de réviser la disposition constitutionnelle qui demande, qui consacre qu'il faut convoquer l'élection présidentielle à 90 jours avant la fin du mandat du président. Nous disons, il faut maintenant qu'on convoque l'élection présidentielle 90 jours après la fin du mandat du président de la République. Ok, pour qu'on revienne au niveau de Madagascar. Okay. C'est-à-dire, lorsque le président Félix finit son mandat de 5 ans, il démissionne s'il veut se représenter. Et c'est là tous les animateurs du gouvernement et de toutes les institutions politiques. Donc, si le président de la République démissionne, tous les ministres qui veulent postuler démissionnent, tous les gouverneurs qui veulent postuler démissionnent jusqu'au chef de secteur, tous les candidats auront le même droit. Il n'y aura pas la pression sur la CENI. Ça, c'est une solution à proposer dans ce qu'on appelle la réforme. Deuxième niveau, c'est au niveau de la justice électorale. La CENI peut faire des gaffes, mais si on a un juge électoral crédible et indépendant, puissant, non seulement il va annuler le résultat de fraude électorale, mais il va aussi poursuivre les animateurs de la CENI et leurs complices. C'est le cas, par exemple, de la justice américaine qui continue à enquêter. Mais jusque-là, on n'a pas encore proclamé même bureau par bureau les résultats de l'élection présidentielle. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comme il y a des contestations, chaque jour il y a des bruits sur la vérité des autres. Qu'est-ce qui empêche au parquet de se saisir, d'ouvrir une enquête sur l'infraction des faux commis dans les cultures? D'accord. Avant d'en arriver là, je voudrais faire une marche en arrière sur la contestation de M. Malonda, Ronsard Malonda, s'agissant de sa candidature à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Pensez-vous que la CENI n'avait pas, n'est-ce pas, présenté tous les résultats détaillés à la justice tels qu'exigés par la loi électorale en vigueur?
Non. Ici, il faut reconnaître une chose, que la Cour constitutionnelle avait validé le résultat de la CENI basé sur des preuves illégales. Ça veut dire? Illégales, pourquoi pas? Ce sont des preuves numériques. Ça veut dire? Selon la loi électorale, Oui. seul le résultat physique, c'est-à-dire qui vient du PV sur papier, qui pouvait être considéré. Mais l'élection présidentielle s'est basée sur le résultat électronique, c'est-à-dire avec le résultat qui venait de clé USB. Et certains centres de compilation n'avaient pas encore épuisé leur travail. Ça, il faut le reconnaître. Ok. Oui. Ça, c'est vraiment... Et je pense aussi, conformément à la loi électorale, quelques modifications à ce jour, c'est une violation de cette loi. Et donc... Et évidemment, c'est-à-dire, la justice a fermé les yeux sur une violation des textes. Donc là, même les gens qui chantent réforme, c'est qu'à ce niveau, c'est la Cour constitutionnelle qui n'a pas fait respecter la loi. Donc la CENI peut commettre une erreur, la CENI peut commettre une infraction qu'on appelle fraude électorale et tout consort, mais il revient à la justice électorale de corriger et de réprimer les auteurs. Ce qui ne s'était pas fait et ce qui n'a jamais été fait. Oui, ça c'est vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable parce que quand vous lisez la loi électorale telle qu'elle est modifiée en ces jours, oui. On dit que... Et même les mesures d'application. Oui. La CENI doit transmettre, n'est-ce pas, les PV et tous les physiques, n'est-ce pas, au niveau de la justice de la juridiction compétente, n'est-ce pas, en cas de contestation. Ça, je pense, à mon avis, que c'était une violation de la loi électorale. Maintenant, j'ai une autre question. Comparativement aux deux précédentes élections, est-ce que... Ok, permettez-moi, je vais reformuler d'une autre façon. Est-ce que lors des élections présidentielles de 2006 et celles de 2011, la CENI avait-elle présenté des PV de manière électronique ou bien c'était de manière physique? Non, c'était physique. Il faut reconnaître que cette année, il y a eu quand même une innovation que nous avons saluée. C'est qu'il y a eu l'introduction de la machine à voter. Mais c'est parce qu'il y a eu la machine à voter qui a donné de bons résultats, il faut d'abord le savoir. Ça a joué un grand rôle, surtout avec la complexité du bulletin de vote allemand. Ça a résolu ce problème. Ça a résolu aussi le problème de la rapidité au niveau des dépouillements. Donc, ça, il faut le reconnaître. Mais ici aussi, c'est que la faiblesse, c'est par rapport à la considération du résultat ici de vote électronique. Pourtant, la machine à voter, que d'ailleurs les autres appelaient imprimate, que ça devrait seulement jouer le rôle d'imprimate, le résultat de la machine à voter ne pouvait pas être pris en considération au niveau de la compilation nationale de résultats présidentiels. Mais on devrait tenir compte des résultats physiques. Mais là encore, nous disons, la CENI peut faire ça parce qu'il y avait une pression. Tout le monde voulait avoir déjà les candidats être proclamés. La CENI peut commettre une erreur, c'est normal, c'est au premier degré. Mais le dernier recours, il appartenait à la Cour constitutionnelle. Il était corrigé.
surtout que c'était ça la plaidoirie de Maître Théodore Ngoy. Pensez-vous que la CENI n'est pas vraiment indépendante? Parce que si elle peut parvenir à céder aux pressions politiciennes, pensez-vous que vraiment elle mérite encore ce nom d'être le nom de la Commission nationale électorale indépendante? Je vous dis, aucune institution au Congo est indépendante. Même l'opposition n'est pas indépendante. Regarde l'attitude de Moïse Katumbi, de Jean-Pierre Bemba vis-à-vis du président Félix Tshisekedi. Ils ne sont plus indépendants. Regarde l'attitude des chefs des confessions religieuses vis-à-vis du pouvoir. Ils ne sont pas véritablement indépendants. Regarde l'attitude des syndicalistes vis-à-vis de l'employeur. Ils ne sont pas indépendants. Donc, partout dans chaque structure, il n'y a plus cette indépendance. Et je l'ai dit, mais nous parlons de la Cour constitutionnelle ici, non? Oui. Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature n'arrive pas à s'auto-affirmer vis-à-vis du pouvoir exécutif qui est chapeauté par le président de la République, vous voulez que la CENI, qui n'a pas un pouvoir autre que d'organiser les élections et de faire les dépouillements, puisse résister à la pression politique du président de la République? Non. Si le président de la Cour constitutionnelle, il tremble devant le président de la République, vous croyez que le président de la CENI ne peut pas trembler? C'est pourquoi nous disons ceci. On peut changer tout. On peut changer les animateurs parce qu'on l'a déjà fait. On a commencé par un SLAB, on a pris un pasteur, on a pris un expert bridge Nanga. On a envoyé chacun, parce que parfois on se limite seulement à voir Nanga, Malumalu, Mulunda. Mais dans ce PV-là, mais il y a 13 membres de la plénière qui signent les PV. Ce n'est pas Nanga seul ou Katiti Marcel qui signe les PV. Il y a eu les membres de l'IMC qui a signé, le membre de l'IDPS qui avait signé, les membres du MLC qui est de la MOUCA qui avait signé ce PV, que c'est Félix Tshisekedi qui est proclamé président de la République. Alors, nous disons sur deux choses. Un, pour enlever cette pression politique, il faut qu'on convoque l'élection présidentielle après que le président de la République épuise son mandat présidentiel. Donc, 90 jours, ça devient après, pas avant la fin de son mandat. Et là, tous les animateurs doivent démissionner 3 mois avant le dépôt de leur candidature. Si Félix Tshisekedi, en 2023, postule comme un simple citoyen, il y aura moins de pression sur le président de la CENI qui sera là en 2023. Si le Premier ministre Ilungaba postule aussi comme un simple citoyen, ça sera de même. Deuxième chose, sur le plan sécuritaire, regardez comment le pays a souffert en 2008. On a eu le vice-premier ministre qui était en campagne électorale, Mova Sakani, son vice, Basile Olongo, en campagne électorale, ici à Kinshasa, le gouverneur Kimbuta en campagne électorale, ici à Kinshasa, le bourgmestre de la Gombe en campagne électorale, ici à Kinshasa. Et les bureaux étaient vides. Et la sécurité a pris corps ici jusqu'à ce qu'on n'a pas encore des résultats de l'enquête, comment les dépôts de la CENI qui étaient sur le commandement a été brûlé, a pu fait. Donc, ça aussi, c'est sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan de diminuer la pression sur la CENI. Ok. Pensez-vous que toutes ces tractations qui se font au niveau de la classe politique, notamment la nomination des nouveaux magistrats au conseil, pas au conseil, mais à la Cour constitutionnelle, c'est juste on le fait en vue, n'est-ce pas, des prochaines élections?
je dirais c'est une façon de préparer les fraudes électorales une fois de plus. Mais normalement, vous savez, en France, les membres des conseils constitutionnels, ils ont quand même une valeur intrinsèque, individuelle, très costaude. Quand vous prenez Laurent Fabius aujourd'hui, il a exercé toutes les fonctions, sauf la fonction du président de la République. C'est lui le président des conseils constitutionnels en France. Donc ici chez nous, c'est comme King Wadon, le président de la Cour constitutionnelle. Mais au-delà de ça, même si on a été désigné par les quotas du président de la République, soit du Congrès, soit de la magistrature, des conseils supérieurs de la magistrature, on a ce qu'on appelle le devoir d'indépendance et le devoir d'ingratitude vis-à-vis de la personne qui vous avait désigné. Mais ça manque ici chez nous. Chez nous, il y a un problème d'ordre. C'est que il est connu que lorsqu'on vous désigne à la Cour constitutionnelle, quel que soit au Conseil d'État, soit à la Cour de cassation, c'est pour sécuriser les intérêts politiques de celui qui vous a envoyé là. Mais il appartient à celui qui a été désigné d'être ingrat à celui qui l'a envoyé là-bas. C'est ça la règle d'or. Donc vous voudriez dire qu'il y a un manque de probité morale, il y a un manque de transparence, donc la classe politique congolaise vraiment est loin d'avoir certaines vertus. Oui, mais le problème c'est on parle de la classe politique, mais parlons de la société congolaise en général. Mais regarde ces étudiants qui passent de promotion à promotion, tout simplement parce qu'il a payé les crédits de $2 au professeur ou à un assistant. Mais ce n'est pas seulement le juge, ce n'est pas seulement les membres de la jury, même les professeurs d'université qui se disent savants, et aussi, lorsqu'on leur avait donné quelque chose, ils tombent dans ça. À l'église, c'est le favoritisme. Nous sommes dans une société en perte de valeur, où, si c'est le chef spirituel d'une confession religieuse, il veut soit nommer selon le tribalisme, soit nommer les gens, les flatteurs, et on ne tient plus compte de la probité morale ou de l'expertise. Donc, je place qui que je vais contrôler. C'est tout. D'accord. On comprend le problème. Le problème est global, il est total, il est général même. C'est toute la classe politique congolaise qui souffre, n'est-ce pas, de ces maux. Mais aussi, c'est également la société civile. Mais pourquoi pas des Congolais? Est-ce qu'il y a-t-il aussi un autre problème du côté des électeurs, la population congolaise? Évidemment. Du côté des électeurs, là, vous touchez la question très pertinente sur la qualité des électeurs et même la qualité des candidats. Chers amis, je l'ai toujours dit, nous sommes chrétiens. Jésus-Christ a perdu les élections devant Barabbas. Cela veut dire, si un électorat est majoritairement dominé par des voyous, c'est les candidats voyous qui vont gagner ces élections-là. Voyous, ça veut dire quoi? Vraiment. Est-ce que oui? Voudriez-vous changer ce concept sinon ça ne passe pas sur notre chaîne voyou? C'est grave. Ah, bon, ok. Je retire le mot voyou. Ok? Merci. J'ai dit ceci. Si l'électorat est dominé par les médiocres, ça passe les médiocres parce que les candidats, les Monseigneur va utiliser les termes médiocres. C'est les candidats aussi médiocres qui seront bénéficiaires de l'électorat. Je dis le cas de Barabbas, parce que c'était des badauds qui étaient nombreux dans ce vote-là. Barabbas a gagné Jésus-Christ aux élections. Cela veut dire que celui qui gagne
un vote, ce n'est pas seulement le grand messier ou bien le meilleur. Non, ça dépend de son électorat. Alors, que faut-il faire? Nous disons ceci. Nous devons pas criminaliser, c'est-à-dire incriminer ce qu'on appelle la corruption électorale. Le fait de donner des cadeaux, des dons pour acheter la conscience des électeurs, cela doit être puni par la loi électorale. Ça s'est fait en Corée du Sud. Ça peut résoudre d'abord le problème. Que les gens votent parce qu'on leur avait donné les paniers ou bien les t-shirts. Deuxième chose, il fallait qu'on puisse aussi renforcer les critériums des candidats. Et que nous avons constaté à chaque changement de législature, les niveaux baissent. La législature de 1+4 était très élevée que celle de 2006. 2006 était encore élevée que celle de 2011. Et celle de 2011 est encore élevée que celle de 2018. Donc, nous disons que il faut, les critères pour être candidat, ça doit être cumulatif. L'expertise et aussi l'expérience. Ok, merci beaucoup. Ça, c'est nous prenons cela en guise de vos recommandations. Nous allons y revenir plus tard. Mais j'ai une autre question. Oui. Je voudrais savoir, ou bien nos électeurs, n'est-ce pas, nos électeurs, nos auditeurs, nos internautes, nos téléspectateurs voudraient savoir quels sont, n'est-ce pas, les éléments contenus dans les paniers de réforme des parlementaires qu'on appelle les G13. Qu'est-ce qu'ils proposent? Quelles sont les grandes lignes de leur action, de leur demande? Pour eux, ils veulent enlever les seuils de représentativité. Ça veut dire? Les seuils de représentativité. L'élection présidentielle à un tour doit revenir à 2 tours. Il propose encore que les suppléants ne puissent pas être membres de la famille. Pourtant, nous proposons que les suppléants doivent être le meilleur candidat malheureux. C'est que dans une circonscription électorale, à un siège, celui qui est élu député, si il devient incompatible ou s'il quitte, il perd son poste, son siège, on vient récupérer celui qui a eu plus de suffrages après lui, quelle que soit la liste électorale. Ils ont proposé aussi la valeur des cautions électorales. Voilà un peu des choses qui sont tournées autour. Oui, on comprend bien leurs intentions. Bon, les députés ont le droit, n'est-ce pas, de faire des propositions de loi, des propositions de loi conformément à l'article, je crois, 101 de la Constitution, en tant que les élus du peuple, les représentants du peuple qui exercent, à qui celui-ci a donné une portion de son pouvoir, n'est-ce pas, conformément à l'article 5 de la Constitution. Maintenant, j'ai une autre question. Nous avons appris qu'il y aurait un projet ou bien un programme, je dirais, qui émane, n'est-ce pas, du sénateur Ngoï Kassanji, qui fut l'ancien gouverneur de la province du Kasaï, oui, qui propose que le président de la République soit élu au suffrage universel indirect. Pouvez-vous nous expliquer cela? Est-ce qu'il y a-t-il une violation de la Constitution? Parce que l'article 220 de la Constitution inclut également le suffrage universel parmi les dispositions ou bien la matière non révisable. Quel est votre avis?
Alors, pour l'article 220 de la Constitution, Oui. consacre le suffrage universel. Oui. Le suffrage universel est opposé au suffrage censitaire. Comment expliquer ce concept de manière simple? Ok, mais le suffrage universel a deux niveaux. Il y a le suffrage universel direct, c'est-à-dire on vote directement, les électeurs votent directement le candidat comme on le fait à la présidentielle et à la députation provinciale et nationale. Mais il y a le suffrage aussi universel indirect, c'est-à-dire les électeurs au niveau primaire votent au second degré, c'est-à-dire à travers les élus, les autres élus, comme ça s'est fait avec les gouverneurs et le sénateur. Donc jusque-là, il n'y a pas de violation de l'article 220 de la Constitution. Mais quand vous lisez l'article 220 de la Constitution, évidemment, Oui. on parle du suffrage universel. Mais si vous l'analysez au regard de l'article 70 de la même Constitution, n'est-ce pas, qui dispose Oui. que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Parce que l'article 70 de la Constitution parle du suffrage universel direct. Ça veut dire le peuple, les Congolais, n'est-ce pas, les électeurs, n'est-ce pas, vont voter le président de la République. Et si vous faites une lecture combinée avec l'article 220, s'agissant de la question du suffrage universel, n'est-ce pas, je pense qu'il y a un lien. Maintenant, ne pensez-vous pas qu'il y a une contradiction? Non, là, il faut, c'est-à-dire vous posez la question sur la compréhension systémique de la Constitution, hein? Mais je vous dis que non, il n'y a pas un lien. Le constituant a été vraiment économe au niveau de la disposition 220 qui est verrouillée, de se limiter au suffrage universel. Il n'avait pas déterminé direct ou indirect. Mais lorsqu'il va aux dispositions de l'article 70 de la Constitution, il précise, il choisit parmi le suffrage universel, il choisit le suffrage universel direct. C'est qu'il donne la possibilité qu'à la longue, on peut aller au suffrage universel indirect. Mais là où le bas baisse, s'agissant du président de la République, au niveau du droit constitutionnel, il n'y a pas un problème. Selon la disposition, selon les textes constitutionnels. Mais là où ça peut créer des problèmes, oui, c'est par rapport au régime politique. Parce que nous avons un régime politique semi-présidentiel. Parce que cette constitution est l'œuvre du dictateur général de Gaulle. C'est la constitution. Nous avons pris c'est-à-dire la matrice de la constitution française de la 5e République. Or, lorsqu'on est dans un régime semi-présidentiel, le président de la République a des prérogatives. Par exemple, celle de dissoudre l'Assemblée nationale. Or, pourquoi le président de la République peut dissoudre? Parce qu'il est légitime sur toute étendue du territoire national. Donc sa légitimité équivaut à la légitimité des 500 députés nationaux. Alors, les faits maintenant d'élire le président de la République au second degré, ça devient un problème parce que vous rendez le président semi-légitime par rapport à l'Assemblée nationale. Là, ça crée un problème par rapport au régime semi-présidentiel. Mais non, je poursuis toujours dans le même ordre d'idées, parce que cette question fait couler et fera couler beaucoup d'encre, n'est-ce pas, à la vie, parce que je ne comprends pas. Moi, je pense que quand on réforme la Constitution pour donner le pouvoir aux députés qui, originairement, n'ont pas le pouvoir de nommer
le président de la République, parce que selon l'article 5 de la Constitution, le pouvoir appartient au peuple. Et c'est le peuple qui l'exerce de deux manières, soit par voie référendaire, ou soit par voie de la délégation du pouvoir. Ça veut dire, lorsque le peuple nomme les députés, et que ce dernier, les députés et sénateurs, représentent le peuple, n'est-ce pas, dans la vie de la nation. Maintenant, est-ce que ne trouvez-vous pas que réformer cette disposition, notamment l'article 10 qui dispose que l'article 70 qui dispose que le président de la République doit être élu au suffrage universel direct, ça veut dire directement par la population. Ne pensez-vous pas qu'il s'agit d'une entrave aux droits de l'homme? Parce que c'est le droit du peuple, n'est-ce pas, des Congolais, de voter directement leur président de la République. Quelle est votre analyse? Ah non, non, non. Et ici, il faut reconnaître une chose. Oui. Dans la Constitution, il y a les droits primaires. Oui. Et les droits primaires sont très bien expliqués. Normalement, le droit de vote, qui fait partie des droits politiques, c'est un droit secondaire. Il n'est pas vraiment un droit politique. Parce que le régime électoral, le droit de vote, c'est un régime d'exclusion. Vous verrez par exemple, on exclut les mandataires d'être candidats. Ça fait partie des droits au vote passif. On exclut les militaires du droit de vote passif et actif. Parce que nous sommes dans un régime d'exclusion. On exclut les mineurs. Parfois, alors, l'enfant de 17 ans, il est plus intelligent qu'une vieille maman de 80 ans qui se retrouve dans les fonds de Chabunda, qui n'a jamais vu la photo de Fachi, ni même de Fayoulou. Mais parce que nous sommes dans un régime d'exclusion, du fait que, selon le droit de l'homme, il s'agit d'un droit secondaire, contrairement au droit au logement, droit à l'éducation, droit à l'information, qui sont des droits fondamentaux, c'est-à-dire primaires. Ça, si vous privez quelqu'un de ça, il va mourir. Mais attention, maître, attention, parce que voter, le droit au vote, c'est aussi un droit qui est fondamental, et c'est un droit, ça fait partie des droits de l'homme, et surtout que la Constitution dit que le souverain primaire, le peuple, les Congolais, à l'article 5, le peuple est souverain, et il peut céder la même Constitution à l'article 70 qui dispose que le président de la République est élu au suffrage universel direct, ça veut dire par le peuple. Et quand vous lisez aussi l'article 220 de la même Constitution, à son deuxième alinéa, je cite, est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne. Je m'arrête par là. Parce que le droit... Parce que le peuple a le droit de voter directement. Les droits et libertés. Oui. Oui, monsieur le journaliste. Oui. Quand vous lisez l'article 5 de la Constitution, il est clair, la souveraineté politique appartient au peuple. Cela veut dire quoi? En droit constitutionnel, comme en droit public, la règle, c'est l'incompétence. Seul le peuple souverain qui est compétent. Et c'est ce peuple-là qui est compétent, c'est ce peuple-là qui gère. C'est le peuple qui gère politiquement. Mais comment il gère, comment il exerce son pouvoir? C'est à l'entremise maintenant de ses représentants, de ses élus, qui l'exerce selon, par l'exception, c'est-à-dire l'exception, c'est l'incompétence. Et là, on détermine, c'est-à-dire les élus, même leurs représentants, ils ont ce qu'on appelle la compétence bien déterminée. Et c'est tous les plans, oui. La compétence temporelle, matérielle et territoriale. Oui. C'est comme un ordre de mission que le peuple donne au président de la République, aux députés, aux gouverneurs, aux sénateurs et à tout le monde. On détermine tous les pouvoirs là-bas parce que c'est le peuple qui les mandat.
Ça n'a rien à coller avec le droit de vote. Parce que lorsqu'on parle de le peuple est souverain, les militaires aussi font partie de ces peuples-là. Mais ces militaires-là, il est privé du droit au vote actif et passif. Mais il fait partie de ces peuples. Les mineurs, même le bébé, fait partie de ces peuples. Mais il n'a pas le droit de voter. Donc, il ne faut pas qu'on confonde l'article 5 qui parle de l'exercice du pouvoir, mais que le peuple donne à ses délégués. Donc, je ne pourrais pas dire à des commissionnaires parce que j'ai des considérations à ce genre-là, ou au droit de vote, qui reconnaît le régime d'exclusion. Au Brésil, jusqu'en 1998, les électeurs n'avaient pas droit au vote. Dans d'autres pays, ne peuvent voter que, par exemple, les fonctionnaires. Parce que ce sont ces gens qui savent qui il faut donner la voix, qui va résoudre leurs problèmes. Donc, n'est-ce pas une violation des droits de l'homme? Alors? N'est-ce pas une violation des droits de l'homme? Non. Il y a violation des droits de l'homme lorsque celui qui a le pouvoir ou son proposé viole les règles préétablies dont sont victimes la population. Mais on ne peut pas parler de violation des droits de l'homme parce que les militaires ne votent pas, parce que les policiers ne votent pas. Vous savez, aujourd'hui, le statut juridique d'un policier, il ne fait plus partie des forces publiques, de l'armée. C'est un civil. Mais on ne peut pas dire non, parce que le général tel qui a bien travaillé n'a pas postulé, on a violé son droit de l'homme. Non, non. Parce qu'il y a une loi qui n'est pas violée. Parce par rapport aux militaires, par rapport aux mineurs, par rapport aux policiers et toute la catégorie de personnes qui se retrouvent, n'est-ce pas, dans la cause d'exclusion par rapport à la loi électorale. Moi, je pense que la loi l'a expressément dit que telle catégorie de personnes n'a pas le droit de voter. Mais dans les cas sous examen, est-ce que ne trouvez-vous pas que le peuple, j'ai fait allusion à ceux-là qui ont la qualité de vote, n'est-ce pas, les électeurs qui ont le droit de voter, et qui ont le droit de voter le président de la République au suffrage universel direct, conformément à l'article 70 de la Constitution. Ne pensez-vous pas que ne pensez-vous pas que changer cette disposition n'est pas vraiment une régression par rapport au respect des droits de l'homme? Parce que c'est déjà une avancée si le président de la République est élu par le peuple. Et vous l'avez dit vous-même que la classe politique congolaise telle qu'elle est, elle ne vous inspire confiance. Il y a beaucoup d'antivaleurs. Ne pensez-vous pas que ça serait une opportunité pour cette classe de voter la personne de leur choix? N'importe qui. On peut, n'est-ce pas, financer les députés, les sénateurs, pour, n'est-ce pas, voter pour un tel ou tel autre candidat. Non, j'ai dit non. Vous savez, le jour où vous avez accédé à ma publication, oui. Lorsqu'on parle de suffrage universel, c'est tout un chapitre dans ma formation. Vous verrez que, par exemple, en Belgique, c'est depuis 1918 que la femme a eu droit de vote. Mais en France, il fallait attendre après la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1948, que la femme a commencé de voter. Et le suffrage universel n'a pas encore 2 siècles depuis son début. Les gens parfois confondent les élections et la démocratie. Non, la démocratie a existé en Grèce depuis 5e siècle, alors que le suffrage universel est très récent, ce n'est même pas 200 ans. Et ça a progressé. C'est en 1970 que en France, on doit descendre de 25 ans jusqu'à 18 ans. Il y a dans d'autres pays, par exemple, comme le Japon, où la minorité commence à moins de 20 ans. C'est-à-dire, avec 19 ans, tu ne peux pas avoir le droit de vote.
Donc, ce n'est pas ça, parce que les gens se disent, le vote n'est pas comme un droit primaire, comme les droits à manger, les droits à l'information, les droits à l'eau, les droits au logement, les droits à l'électricité. Même le droit à la connexion Internet est supérieur au droit de vote. Et cela, ça s'explique même dans notre pays. Sur 42 millions d'électeurs, il n'y a que 19 millions qui sont allés aux urnes. Mais si on disait 42 millions avec vos cartes, venez prendre des macayabos ou bien des biscuits, vous pouvez voir 40 millions participer. Donc, il ne faut pas vraiment faire les droits de vote à un haut niveau, comme si c'était un droit primaire. Je suis d'accord que c'est un droit, oui, ça fait partie des droits de l'homme, ça fait partie des droits politiques. Mais ce n'est pas un droit primaire. C'est pourquoi on exclut les policiers chez nous et les militaires. Et aussi, lorsqu'on parle des droits au vote, il ne s'agit pas seulement des droits au vote actifs. Il y a aussi les droits au vote passifs, c'est-à-dire les droits à postuler comme candidat. C'est les mêmes droits. Les droits d'être électeur, les droits d'être candidat, c'est les mêmes droits. Mais lorsque, par exemple, nous, on dit, lorsqu'on a été membre de la CENI et que vous êtes fait mandat, vous avez, par exemple, 2 ans, vous ne pouvez pas postuler. Mais on est en train de nous priver d'un droit politique quand même. Lorsqu'on condamne quelqu'un pour détournement, pour corruption, on lui dit, vous avez 20 ans, vous êtes privé des droits politiques. C'est parce que ce n'est pas un droit primaire. Mais on ne peut pas priver, condamner des droits à manger, des droits au logement, des droits au dormir. Parce que ce sont des droits qui sont liés à la personne humaine. Mais les droits politiques, c'est des droits, oui. Mais parfois, je ne peux pas caricaturer, dire que c'est des droits artificiels, mais c'est des droits, oui, mais ce n'est pas vraiment un droit au même titre comme des droits primaires. D'accord, merci beaucoup pour votre explication. Ce qui était important, c'est de dire quels sont les avantages de suffrage universel direct, quelles sont ses forces et faiblesses. Je trouve que c'est ce que nous pouvions faire une analyse et tirer des conclusions. D'accord, je pense qu'on y reviendra, on va programmer une émission, peut-être ça sera une confrontation avec d'autres invités, ça sera sur Zoom. On sera sur Zoom, n'est-ce pas? On va sélectionner d'autres intervenants pour écouter l'autre son de cloche. Merci beaucoup pour ces interventions très brillantes et nous respectons votre point de vue. Mais je monsieur le journaliste. Oui. Je n'ai pas voulu dire que c'est une violation de la Constitution ni des droits de l'homme. Oui. Mais je n'appuie pas la proposition de vote présidentiel au second tour. Parce que je trouve qu'il n'y a pas de point positif. D'accord. Pour l'honorable Louis Kassan, il avance le problème des finances, mais moi je me dis, les mêmes dépenses, parce qu'avec la machine à voter, lorsqu'on organise l'élection présidentielle, au même moment on organise l'élection législative. Et c'est les mêmes dépenses, le même trou. Ça ne résout rien de problème sur le plan logistique comme financier. D'accord, on y reviendra à la prochaine. J'ai la dernière question, ou bien l'avant-dernière. En lisant l'article 5 de la loi électorale, tel qu'elle est modifiée à ce jour, n'est-ce pas? L'article 5 dispose que nul n'est électeur s'il ne remplit les conditions suivantes. Être des nationalités congolaises, 2. Être âgé de 18 ans révolus, 3. Ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion prévus à l'article 7 de la présente loi, et enfin se trouver sur le territoire de la République démocratique du Congo le jour des élections. Maintenant, je fais allusion à la diaspora congolaise. Pensez-vous que cette disposition avantage la diaspora congolaise parce qu'elle ne vote pas? Je crois en mars 2016, pendant que j'avais proposé aux deux chambres du Parlement de réviser
cette disposition pour exclure nos compatriotes vivant à l'étranger. J'avais réussi des ripostes parce qu'ils croyaient que peut-être je ne voulais pas d'eux, alors que ce n'était pas ça. J'étais pratique. Je crois qu'à ce jour, organiser le vote où nos frères vivant à l'étranger peuvent participer, c'est très 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 difficile dans la pratique. C'est très difficile dans la pratique parce que vous connaissez les conditions aujourd'hui de nos ambassades et de notre diaspora avec les phénomènes combattants. Aussi, le problème de leur identification, parce que déjà, vous m'appelez au niveau du Sud Kivu, du Nord Kivu, la question de l'identification d'abord des Congolais, ça pose problème ici chez nous. Comment cela peut se faire en Europe, alors qu'avec le petit échantillon des Congolais qui nous viennent de l'Europe, qui sont dans nos gouvernements et dans nos institutions politiques, beaucoup sont des étrangers d'origine congolaise, parce qu'avec l'article 10 de notre Constitution, il n'y a pas un Congolais à double nationalité. Soit vous êtes Congolais, soit vous êtes étranger d'origine congolaise. D'accord, merci. C'est une bonne conclusion. Je pense que c'est une bonne conclusion par rapport à cette question. Je vais devoir vous poser la dernière question. Merci. La dernière question comporte deux éléments. Le premier, que doit faire la société civile pour, n'est-ce pas, se préparer pour faire face aux dites réformes? Et le deuxième sous-élément, c'est votre dernier mot par rapport aux réformes telles que présentées par les groupes des 13 parlementaires et la proposition du sénateur Nweka Sanji en une ou deux minutes. Ok. Moi, je trouve que nous devons respecter l'article 5 de notre Constitution. Je ne suis pas d'accord. En France, je crois en 1992, les parlementaires ont voulu voter la loi sur l'abolition de la peine de mort. Il a fait une grande foule dehors, mais la loi a été votée. Quelques années encore derrière, on a vu la loi sur le mariage homosexuel. Une grande foule, une grande mobilisation. Mais le député, le Parlement a décidé, c'est ça aussi, c'est que nous devons subir, parce que avec la démocratie représentative que nous avons adoptée dans l'article 5, nous devons être conséquents de nos élus. C'est que si les élus font leur travail, même s'il y a la rue qui conteste, la décision finale revient constitutionnellement au Parlement. Parce que sinon, il y a aussi les ordonnances du président de la République qui ont été contestées. Le jugement condamnant Vital Kamerhe a été contesté aussi par la rue, donc par le peuple. Si nous disons que si à chaque contestation de la rue, il faut que le Parlement, comme institution politique, ces actes doivent être annulés, alors aussi les ordonnances présidentielles doivent être aussi annulées. Le jugement condamnant aussi Vital Kamerhe doit aussi être annulé. Par rapport, donc restons légalistes et républicains. Par rapport à la proposition de l'honorable Nweka Sanji, je ne trouve à rien du côté positif que cela peut résoudre. Parce que, pour des raisons, sur le plan financier, ça ne résout aucun problème. Parce qu'avec la machine à voter, le président de la République est élu même jour avec les députés, donc non national et provincial. C'est le même coup. Mais des avantages, je n'en trouve pas. Ça pouvait avoir des avantages parce qu'on suppose que l'élection au second degré c'est fait par des élites, c'est-à-dire les députés supposés être des élites. Mais nous constatons que souvent les votes au second degré a comme contenu la corruption. C'est le plus grand corrupteur qui gagne aujourd'hui le suffrage au second degré.
que ce soit au niveau du gouverneur, que ce soit au niveau sénatorial. Par rapport à la proposition du groupe de 13, j'ai dit et j'affirme, c'est un travail, je peux dire, d'entretien. Ce n'est pas ça qu'on peut appeler une réforme, parce qu'ils n'ont pas creusé très haut et très profondément. C'est qu'on peut considérer quelque chose, mais s'il faut se limiter à leurs propositions, je ne vois pas que ça va sécuriser l'organe de gestion électorale de la pression politique. Et je ne vois pas aussi que on peut proposer des réformes sans savoir distinguer. Est-ce que, par rapport à l'élection de 2018, c'est un problème des tests ou c'est un problème des animateurs? Voilà un peu ce que je peux dire. Et par rapport à la population, la société civile, quelle est votre recommandation? Donc, par rapport à la société civile, j'ai dit, il ne faut pas toujours que nous puissions être des caisses de résonance. Nous sommes conscients que dans quel parti politique il y a, en tout cas, il y a cette pénurie des experts électoraux. Les politiciens, oui, ce sont les bénéficiaires des élections, mais ils ne connaissent pas vraiment les élections. Ils ne connaissent pas. L'expertise électorale se trouve entre les mains de la société civile. Et nous devons vraiment réfléchir et donner des propositions, soutenir les bonnes réformes d'une manière objective. Mais à la population d'éviter d'être encore manipulée. Parce que, tel que je l'avais publié, l'élection politique a trahi la démocratie. Depuis 2006, ceux qui profitent des élections dans notre pays, ce sont les personnels qui travaillent à la CENI, et les élus zingas. Mais la population ne s'occupe rien de l'élection politique. Merci beaucoup pour ces explications, ces brillantes interventions. Nous vous sommes très reconnaissants. Nous venons d'être édifiés et nous respectons vos opinions, votre point de vue et vos analyses. Mais nous estimons qu'à la prochaine, nous vous aurons invité une fois de plus. Cette fois-ci, ça sera, n'est-ce pas, une confrontation d'idées avec d'autres penseurs, peut-être qui ne nagent pas dans votre logique, dans votre façon de voir les choses. Et je pense que nos contributions, nos analyses pourront, tant soit peu ou dans la mesure du possible, permettre à la nation congolaise, mais pourquoi pas au monde, n'est-ce pas, de résoudre les problèmes liés aux élections. Parce que toujours les élections ont toujours été émaillées de tensions. Les élections ont toujours été à la base des conflits, à la crise surtout dans notre pays et pourquoi pas en Afrique. Merci beaucoup et à la prochaine, maître. C'est moi qui vous remercie tout en appréciant vos questions pertinentes. Et encore, je dis, je regrette, à chaque fois on accuse les animateurs de la CENI sans qu'il y ait un procès pénal contre eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre appréciation. Nous sommes une chaîne indépendante. Nous ne sommes pas des partisans des partis politiques. Merci beaucoup. Je le constate. Merci beaucoup. Ok. Voilà, chers amis, nous sommes très contents pour cette émission. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette émission? Nous retenons ceci. Il existe un groupe de parlementaires appelé 13 parlementaires qui apportent des réformes au niveau de la loi électorale. Il existe aussi des idées ou bien des recherches, des pensées, une opinion qui veut que, n'est-ce pas, le président de la République soit désormais élu au suffrage universel indirect. Qu'est-ce que signifie suffrage universel indirect? Ça veut dire que le président de la République ne doit plus être élu par le peuple, ça veut dire la population, qui, comme en 2006, 2011 et en 2018, selon la logique du suffrage universel indirect, le peuple élu les députés au direct, ça veut dire directement, en allant voter. Quant aux députés, n'est-ce pas, d'élire le président de la République. C'est pourquoi
le concept indirect. C'est pourquoi on parle du suffrage universel indirect. Et quand on parle du suffrage, on voit uniquement seulement le vote. Donc, les gens qui vont voter. C'est simple que ça. Nous tentons, n'est-ce pas, de vous expliquer les concepts juridiques dans des termes simples, clairs et faciles à comprendre. C'est aussi notre obligation. S'agissant, n'est-ce pas, selon notre invité, s'agissant de la lecture combinée des articles 220 et 70 de la Constitution, il dit qu'il n'y a pas violation de la Constitution, mais il n'est pas pour l'élection du président de la République au suffrage universel indirect. Il a donné des raisons, notamment la corruption, le manque de vertu, de la probité, de la bonne morale de notre classe politique qui à tout vent peut être, n'est-ce pas, corrompue, qui n'est pas à l'abri de la corruption. Donc cette classe peut voter la personne qui lui a donné de l'argent. Et donc il faut revenir à la case de départ. Ça veut dire voter le président de la République par le peuple. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci de partager votre chaîne. Merci de vous abonner. Merci pour la confiance que vous apportez à notre chaîne. Partagez, commentez. Si vous voulez aussi intervenir, venez, contactez-nous. Nous avons notre adresse email qui est disponible sur notre page Facebook. Nous avons aussi le numéro de contact WhatsApp. Vous pouvez nous contacter et nous proposer les sujets de votre choix. Ou bien si vous avez un autre son de cloche par rapport à cette question, vous pouvez nous contacter. Et ce n'est pas la dernière fois pour discuter de cette question des réformes électorales. Nous allons programmer à la prochaine cette émission, mais avec d'autres invités ayant un son de cloche différent. Merci beaucoup. Appelez-moi Frédéric Bigour Kayabou. Nouveau départ RDC, nouveau départ. Au revoir et à la prochaine.